Voilà, nous entamons, que j'aurais voulu plus fourni, les diffs qui ont été effectués par des jeunes Français en 1939-1940. Bon, la situation étant ce qu'elle était à l'époque, il n'était peut-être pas facile d'avoir un jugement tout à fait juste, et en tout cas d'avoir la même appréciation et le même jugement sur la situation et sur ce qu'il fallait faire. Et un certain nombre d'hommes, de Français, et je crois de bons Français, ont eu des attitudes différentes. Bien, certains sont partis à Londres tout de suite, là, dès le premier jour, presque avant un certain général, ou pas tout à fait, mais presque, vous voyez. D'autres, bien, sont restés en France, sont restés dans l'armée de Vichy, jusqu'à la fin. D'autres sont rentrés dans la résistance. Bon, et puis voilà, ils ont fait toute la guerre, si on peut dire, dans la résistance. D'autres ont commencé dans l'armée de Vichy, puis ensuite sont partis par l'Espagne, par l'Afrique, etc. Bon, c'est, je crois, le choix qu'a fait le colonel Pugas, qui est là ce soir. D'autres même ont fait un choix qui peut bien sûr prêter à discussion. Bien d'autres même se sont engagés, et sont restés donc en France, et même sont tellement restés en France qu'ils sont allés sur le front de l'Est. Oui, la SVF, la division Charlemagne, etc. Bon, tout un tas de choix qui ont été faits par des Français, dont je crois, malgré tout, on ne peut pas contester le patriotisme. Peut-être certains se sont-ils trompés, et encore, ce serait à voir, ce serait à discuter. Donc c'était un petit peu cet éventail que nous aurions voulu vous présenter. Et puis il se trouve qu'il est difficile de trouver des acteurs, ou du moins des acteurs suffisamment, je ne sais pas comment dire ça, enfin, oui, des gens, par exemple, pour prendre un détail, un exemple, j'avais sollicité le colonel Chateau-Joubert, qui n'a pas pu venir nous parler du choix que lui-même avait fait. Je suis parti également à la recherche d'un baroudeur de l'Est, mais ils se font discrets. Apparemment, ils n'ont pas tellement envie de parler, d'expliquer pourquoi ils ont fait ce choix. Alors que je pense qu'ils avaient peut-être des raisons légitimes, en tout cas qui peuvent peut-être être exposées, être expliquées, être défendues, je ne sais pas. Oui. Enfin. Alors ce qui fait que notre petit cycle va se réduire en fait je pense à 2, peut-être 3 si tout va bien. Donc ce soir le colonel Pugas qui va nous exposer un petit peu ce qui s'est passé en 39-40 et quelle a été son analyse de la situation et sa réaction face à cette situation. Et la prochaine fois, le 17 février, donc, eh bien, ce sera M. Figueras, que nous connaissons, que vous connaissez, qui lui viendra nous expliquer ce que lui il a fait. Lui, je crois, est entré dans la résistance presque tout de suite. Très bien, il nous dira cela. Et pourra nous expliquer, donc, peut-être un peu non seulement ce qu'il a fait, mais ce qu'a été effectivement la résistance. La vraie résistance, pas celle que l'on a baptisée ainsi en 44-45, mais la véritable résistance. Et j'espère, je ne désespère pas encore quand même, trouver quelqu'un pour nous parler de ce phénomène qui a terminé la guerre de 39-45, 44-45, le phénomène de la libération, ou du moins de ce qu'on appelle la libération. Alors j'espère que nous pourrons avoir cette conférence-là, soit au mois de mars, soit au mois d'avril. Voilà un petit peu donc ce soir, donc le colonel Pugas, je ne vous le présente pas, je crois que nous le connaissons un petit peu, il est de nos amis. Bon, voilà, je n'en dis rien, simplement, je l'écoute. Monsieur le recteur, mesdames, mesdemoiselles, mon général, messieurs, j'ai l'honneur ce soir de vous dire quelques mots sur la période 39-45 que les anglo-saxons appellent la Seconde Guerre mondiale. Et rassurez-vous tout de suite, je ne suis pas un historien, bien que passionné d'histoire. Par conséquent, je ne vous ferai pas un récit de A à Z de ce que fut cette guerre. Vous le connaissez sans doute mieux que moi, les uns pour l'avoir vécu, les autres de façon livresque. Je voudrais simplement, ayant été, grâce à Dieu, un modeste exécutant depuis pratiquement le début jusqu'à la fin, vous dire quelles ont été les choses que j'ai vues, comment je les ai parfois entendues, quelles ont été mes réactions.
je voudrais vous donner un témoignage, comme tout témoignage discutable bien entendu, et qui n'engage que moi. Tout d'abord, avant de vous parler de cette période, pour que vous compreniez quelle a été ma façon de penser et quelle a été en général la façon de penser de ma génération, il me faut dire très brièvement quelle était la France d'avant 1939 dans les années qui ont précédé. Notre génération, quand nous étions gamins, était une génération de la France victorieuse. La France avait gagné la guerre de 14-18, peut-être pas toute seule, mais c'est elle qui avait fourni l'effort principal, c'est elle qui avait fourni par son industrie tout l'effort des Alliés. La France était estimée, elle était même redoutée parfois, et dans les années qui ont suivi 1918 jusque vers 1930, la France était, comme on le disait à l'époque, le gendarme du monde. Elle était première en beaucoup de choses, non seulement militairement, mais sachez bien, pour les jeunes de maintenant, que l'aviation était partout des appareils français, les aviateurs étaient français, l'aviation parlait français, les records d'altitude étaient français, les records de distance étaient français, le record de vitesse automobile était français, que le monde se précipitait à Paris, ne serait-ce qu'en 1924 pour les Jeux Olympiques, l'année suivante pour les arts décoratifs. La France était, certains disaient le phare du monde, il ne faut pas exagérer, mais enfin, était unanimement respectée, elle était victorieuse. Je crois que le point culminant, à mon avis, était 1923, lorsque la France de Poincaré, comme les Allemands n'exécutaient pas les clauses du traité de Versailles, la France de Poincaré, avec le seul appui de la Belgique, contre l'Angleterre, contre les États-Unis qui auraient aidé à relever l'Allemagne, a réoccupé la Ruhr. Ensuite, en moins de 20 ans, tout ça a été dissipé. Inutile d'en refaire l'histoire, vous le connaissez. En 1930, on évacue complètement les territoires allemands occupés. Ensuite, après l'arrivée d'Hitler, on le laisse rétablir le service militaire obligatoire. On laisse l'Allemagne, par un faux plébiscite, s'emparer de la Sarre. On laisse ensuite Hitler réoccuper la rive gauche du Rhin. Et on arrive ensuite, après l'Anschluss de l'Autriche en 1938, à 1939, à cette honte que fut la capitulation de Munich par les Anglais et les Français. Car plus que l'abandon de la Tchécoslovaquie qu'on a fait à ce moment-là, il y a le fait que dans le monde, et notamment en Europe, plus personne ne croyait à la parole de la France. Et c'est dans ces conditions qu'on s'est trouvé précipité en septembre 1939 à la déclaration de guerre. Avant de suivre les événements, un mot sur ce qu'était la France de 1939, très différente de la France de 86 que vous connaissez. Tout d'abord, à l'époque, on ne parlait pas de l'hexagone, ce mot affreux qui a été forgé par ceux qui ont voulu tout abandonner il y a quelques 20 ou 30 ans. On parlait de l'Empire. Il y avait un empire. Une carte comme celle-là, vous ne l'auriez pas vue dans les établissements scolaires. Il y aurait eu une marquée pour l'Afrique du Nord, pour le Liban, tout ça en rose parce que c'était français. La France était à Dakar, la France était à Madagascar, la France était dans l'Extrême-Orient. Elle était un peu partout. C'était autre chose. Deuxièmement, sur le plan de la population dans la métropole, les choses étaient différentes de maintenant. Il y avait beaucoup plus de population paysanne que maintenant, beaucoup moins de population agglomérée. Vous n'aviez pas la concentration dans des sarcelles ou dans des tours. Je ne discute pas le fait qu'il existe aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout la même mentalité. Et il ne faut pas vous étonner, si quand on parlera tout à l'heure des moments de l'exode, lorsque les populations ont fui sur les routes, vous les voyez par les photos dans les livres, qu'il y avait des chevaux, il y avait des charrettes, il y avait des bicyclettes, il y avait un tas de voitures qu'on poussait, il y avait des voitures, mais peu de voitures comme nous le connaissons maintenant. Par ailleurs, les médias n'étaient pas les mêmes, la presse était beaucoup plus importante que maintenant, hélas. La radio n'était pas portative, la télévision n'existait pas. Donc les moyens de manipulation des foules n'étaient pas les mêmes. Donc la France de 1939 était bien différente lorsque tombe, au début de septembre, la déclaration de guerre. Déclaration de guerre, oui bien sûr c'est les Anglais et les Français qui l'ont faite, mais ça a été provoqué par les Allemands, vous le savez, en attaquant Danzig et la Pologne. Dès ce moment-là, la France s'est mobilisée. On a dit que, bien sûr, la France de 1939 n'avait pas accepté cette déclaration de guerre avec enthousiasme, qu'on n'avait pas vu les fleurs au fusil comme on les avait vues en 14.
Oui, bien sûr, il n'y a pas eu un enthousiasme délirant, mais enfin je vous dirais que pour certains, dont j'étais d'ailleurs, et dont beaucoup d'officiers et même beaucoup de civils dans la population, il y a eu un certain ouf en disant enfin tout de même on a eu un gouvernement qui a dit halte là et qui s'est décidé à, comme disait un de mes professeurs jadis, jeter sur le jeu les dés de fer. Enfin, nous ne savions pas l'état d'impréparation qu'il y avait, ou on le connaissait mal, mais enfin, il y a eu un certain soulagement, et je vous dirais que moi-même, jeune sous-lieutenant à ce moment-là à Lunéville, je nous voyais très bien partir pour Berlin peu après. Étant à Lunéville, j'ai eu, un des tout premiers jours de la mobilisation, à être pour les Lorrains dans la gare de Blainville-Dame-Levière, s'il y a des Lorrains qui m'excusent de ne pas avoir l'accent qui convient, d'y passer 48 heures à surveiller le passage des trains. J'ai vu plusieurs trains passer avec des fleurs au fusil, je le garantis. Vous savez, pour ceux qui ne l'ont pas connu, qu'à ce moment-là, la mobilisation se faisait dans des wagons de marchandises, hommes 40, chevaux en long 8. Ça n'empêchait pas les gens d'avoir malgré tout confiance à ce moment-là. La confiance est d'autant plus grande qu'un certain nombre de gens avaient pris position. Et je cite simplement que le général Végan estimait par ailleurs, et qui n'était plus en service juste avant la guerre, en 1938 si j'ai bonne mémoire, ou début 1939, avait même fait une grande déclaration en disant « Si on nous force à gagner une nouvelle guerre, nous la gagnerons ». Donc, beaucoup de gens pouvaient penser que, ma foi, on allait partir. On allait partir pour une victoire, car à ce moment-là, on ne s'était pas encore rendu compte que les pertes effroyables de la France en 14-18, 1 500 000 morts, qui est 3 500 000 blessés, nombre de mutilés, la France avait perdu non seulement beaucoup de sa substance en nombre, mais en qualité sûrement. C'est un truc auquel il a fallu réfléchir. Je crois que la saignée en qualité de 1 500 000 morts, la France ne s'en est pas relevée avant très longtemps, si toutefois elle s'en est même relevée. La population, évidemment, moi je vivais avec une population de l'Est, laquelle était plutôt militariste et patriote, et vous savez que la France s'est bornée à faire quelques escarmouches en bordure de la frontière allemande pour essayer de soulager la Pologne, et qu'ensuite, pendant le long mois, ce qu'on a appelé la drôle de guerre avec Dorgelès, les militaires ont surtout tué le temps à aider les paysans, aider même les usines avec un tas d'affectations spéciales, et la France s'est installée tranquillement dans la guerre. On a dit que c'était une des causes d'affaiblissement de l'armée française, certain. Néanmoins, je témoigne que le bataillon de chars dans lequel j'étais était un bataillon formé de réservistes, nous étions 3 officiers d'actifs, c'est tout. Ce bataillon, entre les mains d'un homme que je cite, que Dieu ait son âme, parce que j'avais beaucoup de respect pour lui, qui était Masséna Franz Dessling, a réussi en quelques mois à transformer ce bataillon de réservistes en un bataillon qui l'a montré était de la qualité d'un bataillon d'actifs. Donc, lorsque les gens commandaient, ils pouvaient très bien arriver à former quelque chose de valable. Je passe sur cette drôle de guerre pour arriver à l'offensive du 10 mai 40. Je vous rappelle donc, après de longs mois de stagnation, après plusieurs alertes, les Allemands, le 10 mai 40, ont déclenché l'offensive sur la Hollande, sur la Belgique, sur la Meuse française. Ce 10 mai 40, vous remarquerez, marque un tournant. On a longtemps dit le tournant du demi-siècle, c'est le tournant du siècle. Le siècle va bientôt se finir, c'était à peu près au milieu, et là, beaucoup de choses ont basculé. Elles ont basculé très rapidement, parce que les Allemands, vous le savez, ont franchi rapidement la Meuse, je ne reviens pas sur les détails militaires, et assez rapidement, dès le 15 mai, ils avaient tout bousculé et se trouvaient à mi-distance entre Sedan et Rethel, à Bouvelmont, devant l'espace vide devant eux, plus une troupe française, et à ce moment-là, ça leur permettait l'exploitation, et il se trouve que mon bataillon de chars n'est arrivé sur la Somme que vers le 15 mai, c'est-à-dire que je ne peux pas vous parler de ce qui s'est passé au moment de l'invasion de la Belgique personnellement. Ce que je peux dire simplement, c'est que par les témoignages que j'ai recueillis, les gens que j'ai rencontrés et ce que j'ai vu aussitôt après, parce que malheureusement, ce que je vais dire tout à l'heure est plus triste, il y a des unités, beaucoup d'unités qui se sont remarquablement battues.
et que durant cette période du 10 mai au 25 juin 40, durant 6 semaines, l'armée française a perdu, n'est-ce pas, quelque chose comme 120 000 hommes. 120 000 hommes, c'est-à-dire 3 fois et demi de plus qu'elle n'en perdait en 14-18 durant cette effroyable saignée. Comme comparaison, en 14-18, l'offensive du général Nivelle en 1917, qui s'est terminée, vous le savez, par des désertions et où il a fallu faire marcher les conseils de guerre, avait coûté 140 000 hommes. Et donc pas étonnant qu'une affaire qui a entraîné 120 000 morts ait entraîné certaines hésitations, c'est le moins qu'on puisse dire, dans le comportement de certaines troupes. Car il faut dire que si beaucoup d'unités se sont remarquablement battues, il y a eu tout de même ce phénomène d'une déroute morale avant d'être physique qui a touché aussi bien les civils que les militaires. Je garderai jusqu'à mon dernier jour les souvenirs que j'ai connus à partir du 15 mai et au-delà, sur la Somme et au-dessus de la Somme. La déroute des civils d'abord, comme je dis tout à l'heure, avec chevaux, voitures, fuyant en vous criant que le Boche arrivait derrière eux. J'ai vu des unités militaires réellement, comme le disent hélas les livres d'histoire depuis des siècles, jeter leurs équipements dans les fossés. Je les ai vus aussi venir trouver des gens autour de moi en demandant « Savez-vous où il faut aller pour faire prisonnier ?» C'était une débandade dans certaines unités, heureusement pas dans toutes, mais ceci vous donne une explication pourquoi les Allemands ont pu si rapidement pénétrer. Bien sûr, il y avait des raisons à cet état d'esprit. On a dit que c'était les raisons de la formation intellectuelle avant-guerre, peut-être, mais il y a eu surtout le fait qu'on vous l'a dit, on l'a écrit, en disant que l'aviation française était absente du ciel, c'est vrai. Personnellement, ayant vu tout de même un certain nombre d'avions allemands, je n'ai guère vu d'avions français parce qu'il n'y en avait pas, et que le seul qu'il y avait été consommé durant la bataille de Belgique. C'est donc un de mes souvenirs qui me reste, c'est vraiment cet aspect de déroute que nous avons pu connaître en différents endroits. Et il se trouve qu'après le 25 juin, à la fin de la guerre, je me suis trouvé pendant quelques jours dans un petit patelin de la Creuse, bien nommé, il s'appelait Le Clou, devant une magnifique bibliothèque, et en cherchant dans les livres, j'ai trouvé nombre de récits de la guerre de 70-71. On aurait cru les récits des journées qu'on avait pu voir auparavant. Néanmoins, quand je dis qu'il y a eu nombre d'unités qui se sont bien battues, je voudrais évoquer un point parce que j'ai eu l'honneur de participer à ce qui était probablement la dernière contre-attaque française, et du 4 juin 40, juste sur la Somme, avant que les Allemands débouchent définitivement le 5 juin. Lorsqu'on a attaqué sur Abbeville, la division du général de Gaulle, la 4e, avait attaqué quelques jours avant, avec un succès limité, puisqu'il a fallu reprendre l'affaire par derrière. Et si le premier temps s'est bien passé, nous savons que certaines unités allemandes, voyant arriver des chars français, ont lâché pied, se sont repliés en désordre même, et qu'il a fallu que le commandement allemand intervienne avec énergie. Nous savons aussi, je n'en étais pas témoin, mais que même sur la Meuse ou à certains coins, les choses n'avaient pas bien marché au début, des unités allemandes avaient flanché. Donc il n'est pas étonnant qu'une troupe en défaite, si elle n'est pas bien tenue en main, puisse lâcher pied. Donc cette opération sur Abbeville, qui est une des dernières contre-attaques françaises, sinon la dernière, et qui finalement a échoué, elle s'est traduite par le fait que les unités blindées qui devaient pénétrer dans le dispositif allemand l'ont fait, tout au moins d'un côté, par ailleurs ont trouvé du dur, mais que les unités d'infanterie qui devaient appuyer, eh bien, n'ont pas franchi la ligne de départ parce que le moral était déjà mauvais. Il faut dire les choses telles qu'elles sont quand on les a vues. À côté d'unités brillantes, il y a eu malheureusement un certain nombre de défections. Après donc ces événements du mois de mai 40, vous savez qu'il y a eu le repli pendant le mois de juin,
et qu'à partir du moment où Paris a été dépassé par les troupes allemandes, il n'y a plus que des combats, disons, isolés, certains magnifiques d'ailleurs, des combats sur la Seine, des combats sur la Loire, mais néanmoins c'était des combats extrêmement fractionnés. Et que même des unités comme celle à laquelle j'avais la chance d'appartenir, qui sont restées groupées, le matin était un endroit, le soir, après avoir vu quelques Allemands qui nous débordaient d'ailleurs, recevaient l'ordre de se replier, et ceci nous amenait au sud de la Loire, et finalement, au 25 juin 40, à l'armistice. L'armistice de juin 40 est une chose qui a été contestée, qui l'est encore. Je n'en ferai pas l'histoire ici. Fallait-il signer l'armistice, fallait-il pas le signer? Je vous dirai mon point de vue. Nous nous trouvions à ce moment-là en unité constituée, mais dans un tel état de fatigue et d'usure qu'on aspirait à un arrêt. Ce bataillon de chars et les restes de la 2e division cuirassée à laquelle j'appartenais, qui se trouvait à ce moment-là dans la Creuse, au moment du 25 juin 40, je ne sais vraiment pas par quel miracle, il n'y a pas d'autre terme, on aurait pu les ramener jusqu'à la Méditerranée pour embarquer et se retrouver en Afrique du Nord. Donc, à tort ou à raison, ceux que j'étais, ceux que nous étions, nous avons considéré que cet armistice était inévitable, bien que lamentable, était inévitable pour permettre au moins de souffler. Les unités étaient tronçonnées, la France n'était plus commandée, plus grave que ça, elle n'était plus commandable en plus, et je ne crois pas que des gens autres que le maréchal Pétain et le général Weygand aient pu avoir le minimum d'autorité qu'ils ont eu, car c'était un minimum d'autorité, nous ne faisons pas d'illusions, pour pouvoir remettre un peu d'ordre. Je n'ai vu aucun ouvrage qui ait dit combien de gens ont été jetés sur les routes en fuyant. J'estime, moi, personnellement, que 10 millions de Français se sont retrouvés au sud de la Loire, en plus de ceux qui habitent habituellement. Et tous ces gens-là avaient faim, il fallait les nourrir, les loger, la France était incommandable, le flot de réfugiés sur les routes rendait absolument impossible la constitution d'une défense, si même il y a vu les unités. Que pensaient les gens du 25 juin 40? Eh bien, le 25 juin 40, je me trouvais, comme je vous l'ai dit, du côté de la Creuse à Haute-Vienne, là. Eh bien, dans le village où nous étions le 25 juin 40, ce qu'il a fallu qu'on fasse, c'est qu'on arrête le bal que la population donnait l'après-midi en signe de réjouissance de la fin de la guerre et donc de la défaite sur la place publique. Notre chef de corps a remplacé ça par une prise d'armes avec remise de quelques décorations. Rassurez-vous, les mêmes gens qui dansaient quelques heures auparavant sont venus acclamer la prise d'armes. Bref, pour moi, la responsabilité, même si elle appartient au commandement, elle appartient surtout au gouvernement. Et comme j'ai l'intention de vous le dire 2 ou 3 fois dans cet exposé, il faut parler tout de même de l'attitude, non pas de l'Église, le mot est trop gros, mais du clergé, de prendre quelques exemples, j'en prendrai un. Dans mon bataillon, il n'y avait pas d'aumônier, la République ne mettait pas d'aumônier dans ses régiments, j'y ferai un rectificatif tout à l'heure pour plus tard, et il y avait un lieutenant dans le bataillon de chars, qui était prêtre de son état, et qui commandait en même temps un peloton de chars. Je dois dire qu'il a remarquablement commandé son peloton. Je dois dire qu'en dehors du commandement de son peloton, il faisait office d'aumônier, il disait la messe, il confessait, et qu'il n'y avait aucun problème pour lui, aucun problème de conscience. Le 25 juin 40 a eu lieu. Alors, y a-t-il eu une césure avec la suite? Non, vous savez, il n'y a jamais de césure dans l'histoire. Puisque là, on arrive et à Vichy et à la Résistance, je vais encore vous donner un témoignage. Ce bataillon auquel j'appartenais, qui était composé essentiellement de réservistes et d'officiers de réserve, le 25 juin 40, ma foi, les gens n'étaient pas très satisfaits, pas très contents, et les quelques officiers d'actifs que nous étions, célibataires, nous disions, mais c'était automatique, ça venait de notre formation, le 25 juin, la revanche, elle va commencer aujourd'hui, on va s'en occuper. Et j'entends encore certains officiers de réserve, la lieutenant,
notamment l'un d'entre eux qui vient de mourir, qui eux étaient chargés de femmes et d'enfants, disant que vous avez de la chance de pouvoir penser à faire quelque chose, alors que nous, il faut qu'on rentre s'occuper de notre famille. Donc nous avions à quelques-uns pris contact avec un officier de la division d'origine anglaise qui avait certaines accointances avec la Grande-Bretagne pour essayer de trouver un moyen de rejoindre l'Angleterre. Il se trouve malheureusement que vous savez quelques jours après, au début du mois de juillet, il y a eu Mers-el-Kébir. Mers-el-Kébir, c'est-à-dire le bombardement de la fronte française par une escadre anglaise, et je dois dire que cet événement, à tort ou à raison, eh bien, a coupé, passez-moi l'expression, a coupé les ficelles de toutes les velléités que l'on pouvait avoir pour le moment de passer en Angleterre. Au même moment, vous me direz, il y avait l'appel du général de Gaulle que certains ont entendu du 18 juin. Bien peu probablement, et c'était normal, les radios n'étaient pas bonnes, mais en tout cas dans notre coin, l'appel n'avait pas été entendu, et automatiquement le réflexe jouait, comment un peu prendre la revanche et rejouer la guerre. C'était un réflexe national. Les unités de chars ont été l'un des premiers éléments qui ont été dissous par Hitler dès l'armistice, et par conséquent, nous nous sommes retrouvés dispersés dans des unités, et personnellement, j'ai eu la chance d'appartenir à une unité, l'unité, le mot est gros, c'était pas constitué, qui était chargée de regrouper des matériels de 2 divisions blindées, la première et la deuxième division blindée française, cuirassée française. Ces matériels que nous avions à gérer tant bien que mal, sans essence, sans rien, à les regrouper, qu'est-ce que nous devions en faire? Nous devions essayer de les remettre en état, tout au moins quelques-uns, puis de les diriger sur l'établissement du matériel à Mably auprès de Rouen, et puis pour les autres, de tâcher de leur trouver un abri. Automatiquement, il y a un certain nombre de matériel en bon état que nous nous sommes arrangés, bien sûr, pour mettre de côté dans certains coins à l'abri. C'était encore un réflexe national. Il n'y avait aucun orgueil à ça, c'était normal. Néanmoins, au bout de quelques jours, nous avons eu la visite d'une commission d'armistice allemande. Vous savez que les Allemands avaient des commissions d'armistice. Une commission d'armistice qui est venue nous dire, dites-moi, vous avez des matériels camouflés dans un coin, etc. Nous avions donc été dénoncés par des éléments de la population. Car la population, à l'époque, avait le souci déjà à ce moment-là essentiellement de manger. Ce n'est pas un reproche que je fais, c'est que les Français, pendant 4 ans, ont eu le réflexe de trouver à manger. Car il faut dire que dans certains coins, il y avait vraiment très peu de choses, et ils pensaient d'abord à manger. Et la question de la revanche, et la question de mettre du matériel à l'abri, c'était à l'époque, et pendant assez longtemps, un peu considéré comme secondaire. Je me rappelle même que nous avons été l'objet un jour de certaines injures de la part d'un fonctionnaire municipal que nous avons traîné devant le tribunal, avec succès d'ailleurs. Puis nous arrivons à la fin de 1940, alors les amusettes étaient finies, l'armée de l'armistice qui avait été autorisée par la France reprenait un peu corps, si vous voulez, et je me suis trouvé affecté à Vichy pour, disons pour le meilleur, puisque la suite de celle-là, c'est là que je me suis marié un peu de temps après, mais enfin... et à Vichy, donc, je me trouvais un régiment de bonne réputation, le 15-2. Oh, je ne vous dirai pas ce qu'on y faisait. On avait un problème qui était assez compliqué, c'est qu'il fallait intéresser les engagés qu'on avait à un métier alors qu'on n'avait pratiquement que des fusils pour s'occuper d'eux. Néanmoins, je vous dirais que j'ai comme ça été témoin, le 13 décembre 1940, de l'arrestation de Laval et de l'arrivée d'Abetz 2 jours après, pour faire libérer Laval. Tout de même pas pour le faire mettre Premier ministre à l'époque, mais tout de même pour le libérer. Et comme on sentait bien que l'indépendance du gouvernement de Vichy était non seulement relative, mais elle était nulle. Cependant, je dois vous dire qu'il m'est arrivé, en circulant dans Vichy, en tenue, en allant à la popote pour le déjeuner, dans le parc, pour ceux qui connaissent Vichy, le maréchal Pétain avait son PC dans un hôtel qu'on appelle l'hôtel du Parc, qui donnait sur le parc de Vichy. Je traversais donc le parc de Vichy, et il m'est arrivé, j'en témoigne plusieurs fois, de croiser le maréchal Pétain en civil,
il parlait chaque fois avec quelqu'un, il y avait 2 gens de la sûreté derrière lui en civil, et c'est tout. En passant, je le saluais militairement, il me rendait le salut de son chapeau, et vraiment n'importe qui aurait pu lui faire n'importe quoi. Je me souviens qu'une fois il était accompagné de Monseigneur Valerio Valeri, le nonce, une autre fois de Sotomayor Luna, l'ambassadeur d'Équateur. Je vous garantis qu'à l'époque, il n'y avait pas des camions de CRS, des gardes mobiles armés jusqu'aux dents. Il était seul dans le parc et jamais personne ne lui a rien dit, ne lui a rien fait. À la même époque, bien sûr, un certain nombre de mouvements qu'on a appelés depuis de résistance se développaient. Je peux vous dire une affaire, enfin pas une affaire, une filière à laquelle j'ai été mêlé. Prenant une permission lorsque j'étais à Vichy, là je me suis trouvé passé à Marseille, où j'ai rendu visite à un de mes camarades de promotion qui se trouvait là, de civiliser avec quelques civils, et nous avons discuté de nos idées, et ça m'a valu, une fois rentré à Vichy, une convocation d'un capitaine du 2e bureau de l'armée qui m'a invité à déjeuner en me disant ce qu'il allait faire, et ce n'était autre que celui qui est devenu Henri Freinet en fondant le mouvement Combat. À ce moment-là, il quittait le 2e bureau d'état-major de l'armée comme capitaine pour commencer comme ça petitement à recruter des gens, et vous savez que par la suite, il a bien réussi. C'est pour vous montrer combien toutes les gens étaient impliqués à l'époque, intégrés les uns dans les autres, et qu'on ne peut pas dire, il y avait les mauvais à droite, il y avait les mauvais à gauche, les gens ne se regardaient pas, c'est pas du tout ça. Il y avait l'attentisme général des populations, il y avait une mentalité générale qui était anti-allemande, mais néanmoins, il y avait un certain nombre de gens qui, de plus en plus, mais les uns après les autres, pensaient à faire de la résistance. Je vous citerai un exemple à mes yeux typique. Nous avions reçu, à la compagnie que je commandais à l'époque, un beau matin, un Français de l'Est évadé d'une vingtaine d'années qui s'était engagé et que nous avions pris chez nous. Et au bout de quelques jours, nous avons reçu une semonce d'avoir le mettre en prison parce qu'il s'était évadé d'un camp allemand dans l'est de la France et que les Allemands avaient exigé son rapatriement parce qu'il devait être à l'Alsacien-Lorrain. Nous l'avons donc mis dans la prison de la compagnie et à l'heure du déjeuner, je ne sais pas par quel phénomène, il s'est trouvé que quand le sous-officier alsacien, qui était chargé de le garder, est revenu pour le trouver, il n'y avait plus personne. Il s'était donc échappé. Ceci vous montre, d'une part, les ordres qui étaient de le remettre aux Allemands et l'exécution qui savait ce qu'il fallait faire. J'ai parlé de prisonniers. La France a eu beaucoup de prisonniers à ce moment-là, 1 500 000. Beaucoup d'entre eux l'ont été malgré eux, soit parce qu'ils étaient dans les lignes Maginot qui étaient encerclés, soit parce qu'ils étaient dans une unité qui avait été contrainte de se rendre, et puis d'autres aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils avaient cherché à se faire prisonniers. Alors, ça a été l'étonnement d'un certain nombre de gens de voir que des prisonniers qui ont été libérés se promenaient en France avec à la boutonnière un insigne, c'est une espèce de fil de fer barbelé, exactement comme si c'était une décoration. Et je connais bien des militaires et bien d'anciens militaires que cela avait choqué. Voilà pour Vichy, changement d'affectation. Je me trouve dans le sud-ouest, dans le Gers, très exactement, au 2e Dragon. Le 2e Dragon est un régiment qui était commandé par le colonel Schlesser, que Dieu ait son âme, qui est un homme qui avait été essentiellement dans les services spéciaux, opposé aux Allemands, qui était foncièrement opposé aux Allemands. Il avait réussi déjà, avant que je n'arrive là-bas, avant que je ne connaisse ça, à organiser déjà du camouflage de matériel dans la région du sud-ouest, en disant que ça pourrait servir un jour. Et je dois reconnaître qu'il avait su donner à l'ensemble de son régiment une mentalité de revanche bien établie. Alors, lorsque dans cette atmosphère, qui était vraiment une atmosphère vraiment orientée vers une forme de résistance et vers la revanche, on a entendu en juin 42, si je ne me trompe, oui, c'est en juin 42, Pierre Laval annoncer qu'il souhaitait la victoire de l'Allemagne. Vous voyez l'effet que ça peut faire. D'autant plus
pour vous qui faites des études d'histoire, je vous rappelle que Laval a fait cette déclaration le 22 juin 1942, c'est-à-dire quelques jours après la bataille de Midway dans le Pacifique, qui a marqué le tournant probablement de la guerre mondiale, non seulement dans le Pacifique, mais de par le monde, où à Midway, vous savez que le 3 juin 1942, à 10h24 du matin, si j'ai bonne mémoire, les avions américains ont envoyé par le fond les 4 porte-avions japonais du Pacifique. Ça en était fini ce jour-là, et de la flotte, enfin, c'était le début du retrait des Japonais, et ça a permis aux Américains de dégager leurs forces en partie du Pacifique pour les reporter sur l'Allemagne. Donc, Laval avait laissé échapper cet événement de Midway pour faire cette déclaration « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». On peut avoir n'importe quelles idées en France, avoir entendu ça prononcé par le président du Conseil de l'époque, comme nous l'avons entendu, ça ne nous coupait pas bras et jambes, mais au contraire, ça nous relançait en nous disant vraiment « il n'y a rien à faire avec ces gens-là ». Vous savez que peu après se produit le débarquement en Afrique du Nord, l'occupation de la zone occupée, le sabordage de la flotte et la démobilisation de l'armée. Le sabordage de la flotte. Je ne suis pas marin, je ne jugerai donc pas. Je vous dirai simplement que sur ce moment-là, ce que nous avons pensé, et je n'ai jamais changé d'idée d'ailleurs en ce qui me concerne, en dehors de toute idée politique, quand on a fait un outil comme était la flotte française en 1939-40, sur un coup de sifflet, un beau jour, envoyer tout ça au fond de l'eau, sans même avoir essayé d'en découdre, ça me dépasse. Ça vraiment, et pas que moi que ça dépasse, c'est vraiment effarant. Et je ne fais pas de politique, on peut toujours discuter, mais enfin, c'est tout de même effarant. Alors ensuite, c'est la démobilisation de l'armée. Démobilisation de l'armée, vous savez comment ça s'est produit, et je vous raconterai un souvenir personnel pour qui, vous m'en excuserez parce qu'il est très personnel, montre les choix que l'on a pu avoir à faire pendant la guerre. Finalement, vous verrez que là, le choix n'a pas été fait sur le moment, mais après. Le 27 novembre 1942, si je ne me trompe, lorsque les Allemands donc, ont décidé la démobilisation de l'armée française, il se trouve que me trouvais parti de bonne heure le matin avec mon escadron cycliste dans la campagne du Gers et où je devais être rejoint par le chef d'escadron pour le déjeuner. Lorsque nous avons appris, une fois rendus là-bas, je ne sais plus par quel moyen, que effectivement les Allemands avaient pénétré à Hoche, où était le PC du régiment, et effectué la démobilisation. Alors à ce moment-là, avec le lieutenant qui m'accompagnait, que Dieu ait son âme lui aussi, nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre à Hoche ou est-ce qu'on va en direction de l'Espagne pour essayer de passer de l'autre côté? On était naïfs à l'époque, on ne savait pas que les choses n'étaient pas encore organisées. On était à 100 km de la frontière espagnole. Bon, mais avec nous, il y avait bien sûr des engagés qui n'avaient pas de foyer, mais il y avait aussi tout un corps de sous-officiers qui avaient femmes, enfants, etc. On s'est bien gratté la tête et j'ai téléphoné au colonel Schlesser qui commandait le régiment, lequel m'a dit, ben voilà, pour la politique que vous savez que je veux mener, c'est-à-dire sa politique d'utiliser le matériel qu'il avait mis à l'abri, j'ai besoin que vous rentriez avec votre troupe. Je suis donc rentré à Hoche, nous allons y revenir après. Vous voyez les situations dans lesquelles, ma foi, on ne sait pas exactement la décision qu'il faut prendre. Néanmoins, une fois rentré, pour la petite histoire, vous savez que le collège Schlesser a obtenu des Allemands qu'on puisse faire les adieux à l'étendard qui est parti par la suite en Afrique du Nord, on aura l'occasion de l'évoquer tout à l'heure. Et puis, on a réussi tout de même parce que, grâce à l'attitude de Schlesser, les premiers jours, les Allemands n'ont pas serré les quartiers de trop près, à évacuer un certain nombre d'armes. Et oui, un certain nombre de matériel, j'en ai encore, qui pouvaient nous être utiles pour la suite. Alors, avant de passer à la suite, qui est la résistance proprement dite, là, comme j'ai évoqué les événements de novembre 1942, il y a un point qui est souvent sujet de discussion. Pourquoi est-ce que le père Pétain n'est pas parti en novembre 1942 ? On peut longuement en discuter. Il y a
des livres et des tonnes de livres qui ont paru là-dessus, on a dit, si Pétain était parti, la France aurait eu un Gauleiter, elle aurait été beaucoup plus malheureuse. C'est vrai. Mais la France aurait été unie en 1944 au débarquement, très probablement. Et puis, je dois bien le dire, par la suite de ma carrière, bien après, j'ai eu l'occasion d'être auprès d'un certain nombre de chefs à très nombreuses étoiles, ayant à prendre des décisions de cet ordre comme importance. C'est pas facile à leur faire prendre, hein, généralement. Les hommes sont des hommes, hein. On ne remet pas ses étoiles, sa carrière, ses origines sur un coup de dé. C'est plus facile à faire à 20 ans qu'à 85 ans. Alors, moi je ne juge pas, je regrette simplement, parce que je crois qu'effectivement, la France aurait été en 1944, et peut-être encore maintenant, plus unie qu'elle l'a été. Donc, l'armée dissoute, à ce moment-là, eh bien, il fallait faire quelque chose tout de même de positif. Il ne suffisait pas d'avoir eu des appartenances à certains mouvements et qui ne débouchaient pas encore sur grand-chose. Donc, on avait des troupes avec nous qui étaient désengagées. Alors, il y en a quelques-uns, un certain nombre même, qui sont rentrés chez papa-maman, et puis, il y en a d'autres eh bien, qu'on a gardés avec nous, et ce qui fait qu'on a installé dans le Gers un certain nombre de postes militaires camouflés, soit sous le nom d'eaux et forêts, soit sous rien du tout, et ces gens sous aucun nom. Et ces gens-là, que l'on recrutait un par un, on s'arrangeait, tout au moins dans mon coin, qui était le coin de l'ouest du Gers et des Landes non occupées, pour les placer dans un certain nombre de fermes, de lieux où ils pouvaient vivre et manger, car l'essentiel était de manger. Je dois reconnaître que dans le Gers, pour manger, il n'y avait pas de problème. D'accord. Pour une bonne raison, c'est que pour aller dans le Gers, il fallait venir de Toulouse, ça représentait probablement quelques 10 heures de car, à gazogène, debout, en changeant en cours de route. Je dois reconnaître que la mentalité des populations ne nous était pas opposée, ça ne veut pas ce qu'on faisait, mais enfin, elle ne nous était pas opposée, et il était, je dois dire, relativement amusant d'aller chez les uns et les autres chercher les bonnes volontés, voir ceux qui pourraient nous aider. Donc il fallait recruter, camoufler du personnel, et ma foi, les choses ne se passaient pas trop mal. Il y avait une large imbrication entre les différents éléments. Pour bien vous montrer que les choses étaient imbriquées, m'étant marié à ce moment-là, en décembre 1942, vous excuserez ce souvenir personnel, eh bien, à ce moment-là, j'ai amené ma jeune femme, ici présente, du jour au lendemain, dans ce qu'on a appelé, par la suite dans certains livres, les maquis du Gers, sans préavis. Elle s'y est très bien adaptée, d'ailleurs. Mais il existait, je vous l'ai dit tout à l'heure, bon nombre de mouvements de résistance. Mais peut-être pas partout. Et dans le Gers, vous savez, la population n'est pas grande, hein. Dans le Gers, il y avait à l'époque, si j'ai bonne mémoire, 165 000 habitants pour tout le département. Alors, nous avons vu venir vers nous, non seulement les éléments que nous étions de l'ORA, l'organisation de résistance de l'armée, mais aussi les éléments de combat avec qui nous avions des contacts, mais aussi ceux de ce qu'on appelait à l'époque l'armée secrète, et puis aussi, un beau jour, j'ai venu venir vers nous les communistes, et quelques communistes qui nous ont dit, voilà, nous voudrions bien faire quelque chose, on est inorganisés, eh bien, ok, on les a pris avec nous sans aucun scrupule. J'ai dit tout à l'heure que je voulais toujours citer le cas d'un prêtre. Eh bien, je voudrais évoquer la figure d'un prêtre de l'époque, c'était le curé de Panjas, un petit patelin, personnel haut en couleur, qui disait sa messe tous les matins, qui confessait tous ses fidèles quand il le fallait, et qui le reste du temps courait la campagne avec sa soutane verte pour rechercher les bonnes volontés, pour trouver les adresses où on pouvait camoufler du monde, et qui nous a été d'une aide importante, j'ignore ce qu'il est devenu d'ailleurs. Et puis, tout a une fin. Il y a eu à ce moment-là quelques ennuis qui sont venus de ce qu'on nous avait donné à garder, je le dis parce qu'il y a un livre qui en a parlé récemment, à garder un officier déserteur allemand
Et celui-là qu'on avait mis dans une ferme, il a trouvé moyen d'aller se ravitailler chez une fermière pistolet au poing. Les gendarmes français s'en sont emparés, voyant qu'il était allemand, les ont remis à la Gestapo, qui a voulu tout remonter, et voilà qui a mis fin à cette péripétie et qui a valu, après certaines mésaventures, la nécessité d'envisager de passer en Afrique du Nord par l'Espagne, parce que, étant brûlé en France, il n'y avait plus rien à faire de façon prudente. Alors, le passage en Espagne, beaucoup de gens sont passés en Espagne, ou plutôt beaucoup ont essayé, tous n'ont pas réussi. Il y en a qui ont été vendus par les filières qui les emmenaient en Espagne et livrés aux Allemands. Il y en a qui ont passé l'Espagne, qui ont été faits prisonniers par les Espagnols et mis dans des camps. Il y en a qui ont tenté de passer les Pyrénées et puis, au dernier moment, qui ont fait demi-tour, non pas par lâcheté, mais au contraire, pour venir dans des organismes intérieurs en disant « je combattrai mieux en France que je ne combattrai en Afrique du Nord ». Pour ces évasions, je voudrais vous citer quand même un ou deux exemples qui, à mon avis, valent la peine. D'abord, une personnalité qui est connue, qui devrait être connue et dont certains vont parler, et qui a été mon patron, c'est le capitaine de Neuchèze, que Dieu ait son âme. En tentant de passer en Espagne, à la suite des aventures que nous avions eues, il a été arrêté par les Allemands, tabassé à Perpignan, emmené au camp de Compiègne. Vous savez que le camp de Compiègne était l'antichambre du camp de concentration en Allemagne. Et puis, comme il avait été tabassé à l'oreille, gravement, il a obtenu avoir une consultation au Val-de-Grâce, à l'ancien Val-de-Grâce, je dis pour les militaires, celui qui était en pierre et aux étages assez élevés. Et là, pendant qu'il a donné sa consultation, la fenêtre était ouverte, c'était le mois d'août, et il a vu une sentinelle allemande qui le gardait. À un moment donné, pour une raison qu'il ne connaît pas, la sentinelle est sortie de la porte. Immédiatement, le capitaine de Neuchèze, habillé en civil avec son chapeau mou, est sauté par la fenêtre, tombé sur le pavé, rien de cassé, s'est ébroué, s'est dirigé vers la porte de sortie de la rue Saint-Jacques, gardée par des sentinelles allemandes, a fait l'habitué en les saluant d'un coup de chapeau. Ils lui ont rendu le salut. Rue Saint-Jacques a tourné à droite, au pas, méthodique, première à gauche, et ensuite, par la suite, il devait d'ailleurs passer quelques semaines après en Afrique du Nord en emportant sous-marin, en emportant l'étendard du régiment autour de lui, ce qui a permis la reconstitution du régiment après. Autre organisation que je voulais citer, c'était celle du colonel Nétinger. Le colonel Nétinger commandait à Toulouse avant la démobilisation de l'armée et avait organisé une filière d'évasion par l'Espagne, qui est celle d'ailleurs que je devais utiliser peu après. Et je dois dire que moi-même, et si vous le permettez, ma femme et moi, nous devons la liberté, peut-être la vie, au concierge du colonel Nétinger, parce que nous étant présentés un jour avant de passer en Espagne chez lui, à Toulouse, le concierge nous a dit, vous savez, il y a chez le colonel des gens qui viennent de venir, dont la mine ne nous dit rien. Nous sommes donc partis, et nous avons vu un quart d'heure après le colonel passer entre ces deux gardiens. C'était bien la Gestapo qui venait de l'arrêter. Il a survécu à la guerre, il est mort depuis, que Dieu ait son âme, et deux de ses fils sont morts pour la France par la suite, un au même régiment que moi, l'autre ensuite en Indochine. Pendant que nous nous trouvions ainsi comme on dit en cavale maintenant, à Toulouse, dans la région de Saint-Gaudens, a eu lieu l'annonce du débarquement en Sicile, qui, je dois dire, nous a fait le plus grand plaisir, et qui nous a dit, au fond, la guerre, elle est bientôt finie. Erreur. Juste avant ces événements, nous avions eu, pour certaines raisons, l'occasion d'aller faire un tour en zone occupée, même en zone interdite, en Normandie. Alors, je voudrais vous dire, ce qui m'a le plus frappé à ce moment-là, c'est d'abord en zone occupée, l'omniprésence, enfin la zone ex-occupée, puisque tout était occupé, l'omniprésence de la propagande allemande. Non seulement à l'extérieur, où il y avait partout les affiches sur « Faites l'Europe avec l'Allemagne », hein. C'est pourquoi, pour moi-même et pour d'autres de ma génération, l'Europe, c'est un bruit de botte allemand. Hein. Et puis aussi, même dans les foyers,
où vous aviez les foyers, même des foyers français nationaux, les brochures, les journaux comme s'il y a de propagande allemande qui pénétraient là. Et c'est à ce moment-là que je me souvenais, je dois le dire, avant la guerre, avoir été un jour, j'étais jeune à l'époque, je devais avoir 18 ans, à un dîner d'hommes d'affaires, où l'un d'entre eux avait dit, approuvé par les autres, « Ah, vraiment, la France ne sait pas se débrouiller. Si les Allemands avaient les Antilles, avec leur esprit d'organisation, quelle merveille ils ne feraient pas. » C'est pour vous montrer que la collaboration était parfois dans les cœurs avant d'être dans les faits. Deuxième chose qui n'a l'air de rien, qui nous a frappés, c'est en passant dans Paris, de voir que tous les agents de police, tous, saluaient les officiers allemands. Rassurez-vous, quand nous sommes revenus en 1945 après la libération en tenue, les agents de police ne saluaient plus les officiers. Comme quoi il est bon d'y avoir un peu de coercition de temps en temps. Et ensuite, juste avant de passer en Espagne, c'est à ce moment-là que nous avons entendu à la radio commençait à être omniprésente, la déclaration de Philippe Henriot, disant que les officiers qui passaient en Afrique du Nord pour rejoindre les forces françaises le faisaient parce qu'on leur faisait un pont d'or. À une époque où nous comptions les centimes anciens pour se nourrir, ça faisait plaisir d'entendre Philippe Henriot. Philippe Henriot que, avant la guerre, en 1934, j'ai eu l'occasion d'entendre en direct au cours d'une réunion, qui avait, il faut le reconnaître, un talent d'orateur magnifique. Hélas, mis à ce moment-là au service d'une cause regrettable. J'ai dit que je citerai un prêtre, je citerai simplement, bien que je ne l'ai pas connu, mais parce que son nom et ses paroles avaient une grande résonance, celui du cardinal Saliège, qui à l'époque, un des rares parmi le haut clergé français, j'ai dit le haut clergé français, avait proposition de façon très nette pour la lutte contre les Allemands. Je le dis de façon à vous montrer que vraiment on ne peut pas dire qu'il y avait la séparation entre les gaullistes, les pétinistes, les girodistes, les résistants, les collaborateurs, etc. Tout ça, vous savez, c'était très mélangé et je le comprends, moins à l'époque, mais je le comprends maintenant, combien des gens ont pu avoir du mal à suivre les marches des événements et à trouver leur chemin. Ensuite, la traversée de l'Espagne, ça serait plutôt un peu humoristique, ça a été un peu long, pour la bonne raison que j'ai eu la chance de la passer en liberté. Néanmoins, je vous citerai une chose qui m'a frappé, c'est une conversation que j'ai eue à Madrid avec un Français d'Épernay qui venait de passer de l'autre côté, un vétérinaire, et un jour nous avions une discussion où je disais, bien sûr, il faut que la France gagne la guerre, il faut que la France vainque, parce que tout de même, l'essentiel de la civilisation, ce à quoi nous croyons, c'est en France, c'est la France qui le représente. Et lui me répond, oh, vous croyez? Oh, au fond, c'est pas si sûr que ça. Il venait de traverser les Pyrénées, il était en Espagne, il allait en Afrique du Nord. Alors, nous voici donc en Afrique du Nord, et on a beaucoup dit qu'en Afrique du Nord, dès quand on arrivait, on était pris entre les girodistes et les gaullistes, ou plus exactement les gens de la 2e DB de chez Leclerc, qui voulaient s'arracher les nouveaux arrivants. Moi, je ne l'ai pas connu, je le dis nettement. Ça a sûrement existé, parce que je connais des camarades à qui c'est arrivé, mais moi, quand j'ai débarqué à Casablanca le 2 décembre 1943, à ce moment-là, il n'y avait pas de problème. Comme mon régiment, le 2e Dragon, a été reformé, j'ai rejoint immédiatement, au bout d'un mois, le 2e Dragon. Je dois dire que la mentalité en Afrique du Nord avait ceci de particulier. C'est que, difficile à comprendre en France, et les Français ne l'ont pas bien compris, en Afrique du Nord, les gens étaient anti-allemands, mais plutôt pétinistes ou tout au moins girodistes. Évidemment, ils n'avaient pas connu l'occupation allemande en Afrique du Nord, donc ils n'avaient pas exactement les mêmes réactions. Et je dis ceci pour vous expliquer pourquoi il y a eu telle complication, de telle lutte en Afrique du Nord. Ce n'est pas l'objet de mes paroles d'aujourd'hui, mais néanmoins je l'explique de cette façon-là. Nous avons été à ce moment-là équipés donc par les Américains, avec beaucoup d'admiration de ma part
pour la méthode américaine d'amener le matériel et d'instruire les gens, avaient beaucoup moins d'admiration pour la rapidité de leur méthode d'étude et de décision. Enfin, donc, grâce à Dieu, le 15 août 1944, c'est le débarquement dans le Midi, c'est la remontée de la vallée du Rhône, etc. Je voulais vous citer un fait simplement qu'on ne dit pas souvent et que j'ai vécu, c'est que avant de remonter le Rhône, nous avons traversé le Rhône pour aller, le gros du régiment à Montpellier et l'escadron de reconnaissance jusqu'à Perpignan, c'est histoire de mettre un peu d'ordre. Parce qu'il y avait des roitelets rouges qui s'étaient installés là, et qu'à Montpellier, le général de Latte s'y étant rendu pour mettre de l'ordre, a demandé au gros du régiment de venir pour donner une impression de force, et un escadron est allé à Perpignan, ou alors c'était l'anarchie la plus noire qui régnait. Il n'est pas de mon propos de vous parler de Toulouse, qui a été encore pire. Nous voici donc ensuite dans l'Est, en Alsace. Je voudrais citer simplement, durant la campagne d'hiver qui a été fort dure, combien les combattants allemands étaient des combattants aguerris par 5 années de guerre, indiscutablement. À ce moment-là, tout au moins, nous verrons après. Que les unités françaises constituaient très probablement la meilleure armée que la France ait eue depuis longtemps, composée d'évadés de France, de pieds noirs et de musulmans, bien entendu, nombreux. Et dans cet ensemble, il n'y avait pas de problème. Un point qui m'a frappé, c'est que dans toutes les maisons dans lesquelles on entrait en Alsace, ou la plupart des maisons, vous aviez sur la commode, à la place d'honneur dans le salon quand il y en avait un dans la salle à manger, le cadre à photo à 2 photos. La photo du mari en français, en uniforme français 39, et en uniforme allemand. Et la photo, bien souvent, avait le crêpe en plus, tricolore généralement, mais il y avait la photo sous les 2 uniformes. Pensons à ce qu'a pu être leur existence et l'existence de leur famille. Autre point, puisque je disais que je parlerais de gens du clergé, le premier village d'Alsace où nous sommes entrés, le soir au dîner, où je dînais chez le curé, on a de ses compromissions, après le dîner, sa nièce, qui devait avoir pour moi 16-18 ans, qui était à table, a disparu et est revenue habillée en alsacienne, avec la cocarde sur la coiffure, la cocarde tricolore. J'ai vu dans des photos récentes, à Strasbourg, des Alsaciennes en costume alsacien, elles n'ont plus la cocarde. Puis c'est le franchissement du Rhin et l'entrée en Allemagne. Alors là, c'est là qu'on se frotte les mains, parce qu'il y a eu une belle déroute aussi chez les Allemands. On a fait des prisonniers, une armée en déroute, elle est toujours la même. Et ensuite, dans les maisons où on entrait, la servilité de la maîtresse de maison, qui tenait à nous servir elle-même à table, n'était pas rare, je dis même était la règle générale. Je crois qu'un pays battu, une armée battue, c'est toujours la même chose, mais c'était tout de même une certaine consolation. J'ai dit que je parlerai d'un prêtre, je citerai un prêtre, c'était l'aumônier du régiment, c'est ça ma rectification, la République avait donné au régiment que nous étions un aumônier en titre qui était un père blanc, et je dois dire qu'il a été remarquable en tout point, et que même il a eu la médaille militaire, qui n'était pas chose absolument exceptionnelle. C'était du temps où les pères blancs connaissaient leur métier. Sur la fin de la guerre et l'armistice du 8 mai 1945, je ne citerai qu'une chose qui m'a frappé, qui me frappe toujours, et que vous pourriez trouver, en cherchant bien, dans le premier numéro de l'illustration qui a reparu il y a une vingtaine d'années, c'est comparer les 2 photos. La place de la Concorde le 11 novembre 18, la place de la Concorde le 8 mai 45. Oh, il y a autant de monde d'un côté que de l'autre. Il n'y a qu'une différence, c'est que le 11 novembre 18, la majorité des gens sont en uniforme militaire français ou allié. En le 8 mai 45, la quasi-totalité des gens, qui ont la même joie apparemment, sont des civils. La différence, c'est que en 14-18, toute la France s'était battue. En 39-45, notamment en 44-45, une minorité seulement s'est battue.
Et ça laisse des traces. Hein. Les deux guerres n'étaient pas la même quand j'ai parlé des quelques faiblesses qu'il y avait eu, enfin des faiblesses qu'il y a eu en 39-40, il faut bien voir qu'en 14-18, il n'y avait pas de problème. 14-18, devant, il y avait l'ennemi. À droite, les amis, à gauche, les amis. Derrière, il y avait la honte ou même éventuellement les gendarmes. Hein. En 39-40, hein, et les commandants d'armes, alors les dénonciations entre Allemands, ça pleuvait. Hein. Ça, tous les pays, ce sont les mêmes. L'homme ne change pas. Hein. Et puis, alors si, je voudrais dire un mot tout de même, un mot qui est par certains côtés consolant, c'est l'attitude du général Delattre pendant l'occupation en Allemagne à ce moment-là. Elle a été parfois critiquée, où on disait qu'il avait trop d'extérieur, trop d'apparence. Bien sûr, nous avons été souvent de corvée pour rendre les honneurs à côté de lui, mais ça me rappelait par certains côtés, et depuis où j'ai relu bien les livres, ça me rappelait beaucoup l'attitude de Mangin lorsqu'il s'est trouvé en Rhénanie après 1918. Il faisait la même chose, et pour frapper les Allemands, il faut ça, il y a le prestige qui compte. Voilà, alors maintenant il me faudrait conclure en disant qu'il faut avoir un jugement équilibré. Tout le monde n'est pas tout noir, tout le monde n'est pas tout blanc. La même armée qui a perdu 40 dans des conditions lamentables, elle a gagné en 45. Il est vrai qu'elle était mieux équipée, qu'elle avait un meilleur moral, qu'elle était presque une armée de métier. Hein. Mais aussi, ce que je crois, alors non seulement pour ça, mais pour toujours, c'est que les hommes, les mêmes hommes, ils ont toujours des réactions successivement différentes selon les événements. Les hommes, ils sont toujours les hommes, que ce soit dans la victoire, que ce soit dans la défaite. Hein. L'empereur avait bien raison, ils sont toujours les mêmes. Hein. Ceux qui acclament un jour, le lendemain vous pendent. Ensuite, je voudrais répéter ce que j'ai dit au début, que la guerre qui a été faite en 1939, à partir de 1939, était une guerre contre l'Allemagne. On dit souvent dans les livres la guerre contre l'hitlérisme, la guerre contre le nazisme, etc. Écoutez, vous avez entendu parler d'Allemands qui se soient opposés à Hitler lorsqu'Hitler était vainqueur? Moi, j'en ai jamais entendu parler. Hein. Alors la guerre, on l'a bien faite contre l'Allemagne. Et puis c'est peut-être propre à ma génération. Mais nos grands-parents avaient connu 70-71. Nos parents avaient connu 14-18. Nous avons connu 39-40. Hein. Alors, je ne vous cache pas mon opinion. La tranquillité de l'Europe, à mon avis, on peut le discuter, mais je connais des Allemands qui partagent mon opinion. Elle passe par la coupure de l'Allemagne en 2 morceaux. Tant que les Allemands seront coupés en 2 morceaux, je pense que nous serons tranquilles. Et ce que je crains, alors là je prends une position personnelle, et je ne suis pas le seul à le craindre, il y a des Allemands qui le craignent, c'est que si jamais les Soviets proposaient à l'Allemagne, aux Allemands, l'unité sous le communisme, ils seraient capables de l'accepter. Et comme le disait un colonel allemand que je connais bien, avec notre esprit de méthode que nous sommes Allemands, ça serait terrible. Enfin, un mot tout de même pour résumer ce que j'ai dit de différents prêtres sur l'attitude du clergé, sinon de l'Église. On a dit que les évêques, etc., avaient été collaborateurs, avaient encensé les Allemands, avaient encensé le gouvernement Laval. Il y en a sans doute eu. Mais dans des situations difficiles, car la situation était difficile, je vous l'ai montré, nous avons rencontré, et il y en a que je n'ai pas cité, des prêtres qui, tout en faisant parfaitement leur sacerdoce, savaient nous aider à différents stades. Et pour conclure, vous donner une matière à réflexion. Je vous ai parlé d'Allemands, d'officiers allemands ou d'anciens officiers allemands avec qui, pour des raisons de mon métier civil, je suis souvent en rapport. Je leur pose toujours la question. Mais comment est-ce que la Wehrmacht a pu faire face aux Russes pour perdre la guerre? Je n'ai pas dit que je le regrettais, hein, mais comment avez-vous pu faire pour perdre la guerre? Et la réponse est toujours la même, ils étaient trop. C'est-à-dire que le premier échelon attaqué, il était descendu, le deuxième, etc. Arrivait le quatrième, le cinquième. Eh bien, mettez-vous ça dans la tête,
et que Dieu veuille que ça ne se reproduise pas demain contre d'autres que les Allemands. Monsieur le recteur, vous avez quelques paroles que je Merci mon collègue pour ce beau témoignage. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire poser des questions. Oui, je pense que certains de nos invités seront heureux peut-être de parler un petit peu avec vous de cette période qu'ils ont connue. Moi, je voudrais vous poser une petite question, mais est-ce que lorsque vous êtes arrivé en Allemagne, pendant votre combat de libération, est-ce que vous avez perçu le risque de division, ou les débuts de division, de lutte entre Français, entre cette division qui a détruit la France après, celui qui nous détruit encore? Est-ce que vous l'avez perçu? Est-ce que vous l'avez vécu, senti ou pas? Franchement, non. Je dois dire que les excès de la libération, c'est le moins qu'on puisse dire, nous sont passés initialement pratiquement inaperçus. Hein. On était occupés à courir sus aux boches, alors que ce soit dans l'est de la France, que ce soit ensuite en Allemagne, on ignorait jusqu'au 8 mai 1945 pratiquement ce qui se passait derrière. Hein. Vous voyez, moi-même, j'ai pris quelques jours de permission en février 1945, au moment de la prise de Colmar, et me retrouvant donc en France à ce moment-là, c'est là que j'ai senti pour la première fois, par des phénomènes dont j'étais témoin, qu'il y avait une certaine chasse aux sorcières certaine. J'ai même été frappé par le fait que j'ai dû intervenir en parole auprès d'un prêtre que je connaissais bien, qui était très bien même d'avant la guerre, qui était curé d'une petite paroisse de Sologne et qui avait été résistant, pas très tôt d'ailleurs, mais enfin qui avait été résistant, et qui avait une haine non seulement contre les collaborateurs réels, mais contre ceux qui de près ou de loin avaient pu toucher aux Allemands. Alors autrement, les différentes unités que j'ai pu approcher, ou je parle pour moi, ou avec lesquelles nous étions, une fois entrés en Allemagne, il n'y a eu absolument aucune discordance, aucune difficulté. Le milieu militaire et combattant de l'époque était oui, c'était intact, absolument. Oui. Ça n'est qu'ultérieurement. D'autant plus que les unités d'origine FFI, comme on disait, avaient été somme toute bien intégrées. Une question. Mon grand âge m'a permis d'assister à tous ces événements. J'ai eu beaucoup de peine et de plaisir en même temps, vous l'écoutez tout à l'heure. Mais il y a une chose sur laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, monsieur, c'est qu'on a fait une guerre non pas contre les Allemands, mais contre les nazis. C'est-à-dire une droite qui n'était pas respectable, mais une droite. En se posant la question suivante, si nous avions eu en Allemagne un gouvernement de socialistes ou de communistes, il nous aurait aussi bien fait la guerre. Il n'y aurait pas eu de résistance, sauf quelques-uns. Et des gens comme Torres et compagnie n'auraient pas voulu aller se battre. Ceux qui maintenant font des rodomontades disent qu'ils vont sauver la France, on ne les aurait pas vus dans les armées. Voilà ce que je crois. Par ailleurs, j'ai eu l'occasion de connaître des officiers allemands, parce que les Allemands n'étaient pas nazis, il faut bien le dire, tout au moins dans l'armée. Les gens qui avaient servi même dans la Grande Guerre, et qui d'autre part voyaient bien ce qui allait se passer. Moi j'en ai connu un qui m'a dit, on est fichu. Il y a des terrains à Paris avant la guerre. Il voulait s'attendre avec nous. Il avait un grand respect pour le maréchal, moi j'entends dire maréchal Prima, ceux qui savent l'allemand. Et c'est le tort qu'on a fait de ne pas vouloir s'entendre avant. Enfin, on ne l'a pas fait. Ça, on ne l'a pas fait parce qu'on ne voulait pas entendre parler de Hitler, c'est bien évident. Poussé par la politique française de l'époque, de 1939, dont on voit maintenant le résultat. Alors, il est bien évident que les officiers, mon père était officier, il était colonel de réserve et commandeur de la Légion d'honneur à titre militaire. C'est pas parenthèse. Il était élevé dans ses idées de l'armée, etc.
Mais il est bien évident qu'une armée, l'ennemi c'est celui qui est devant lui. On s'est battu. Mais je n'ai pas l'impression qu'on ait vraiment fait une guerre contre l'Allemagne. On a fait une guerre politique, qui était le prolongement de la guerre d'Espagne, les gens qui se sont engagés dans les brigades internationales, et puis il y avait les autres qui étaient avec Franco. J'ai l'impression, je peux me tromper. Quel est votre sentiment? Vous savez, disons les rouges, pour englober un certain nombre de gens, ont commencé leur résistance après le début de la guerre germano-russe. Guerre germano-russe qui est de décembre 40. Bon, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que je voulais exposer que la résistance, ou les résistances, si vous l'avez commencé bien avant. Alors il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin récemment en disant que la résistance avait été d'abord de droite. Je le crois d'ailleurs. Bon, je le crois d'ailleurs. Mais quant à dire que si l'Allemagne n'avait pas été nazie, elle ne nous aurait pas été opposée. Elle nous aurait peut-être fait la guerre, mais nous n'aurions pas vu ici des gens se battre contre eux. Et nous aurions eu des gens qui auraient saboté l'armée. Nous aurions eu les communistes français de l'époque qui auraient dit il ne faut pas y aller. Qui se serait mis au maquis et qui aurait fait sauter nos soldats à nous. Alors écoutez, je vais remonter un peu plus loin en histoire. C'est le sujet classique de la montée du nazisme en Allemagne. Bon, eh bien, je vous rappelle que quand Hitler a pris le pouvoir, n'est-ce pas, l'Allemagne était pratiquement composée de deux masses. Aux élections, hein, deux masses assez peu différentes. La masse des nazis, que vous appelez de droite, qu'on peut discuter d'ailleurs, et la masse des communistes. Hein. Et les communistes étaient extrêmement puissants et influents. Hein. Hitler ayant pris le pouvoir, le jour même, 30 janvier, il n'y a pas eu la moindre réaction de la part des communistes. Parce que Hitler, de façon fort astucieuse, a coffré les grands chefs communistes, quelques-uns. Tous les autres ont fichu le camp, en France ou ailleurs. Et puis, la masse n'a pas bronché. Et le lendemain est défilé à Nuremberg. Je vous citerai parmi les gens que je citais, les Allemands que je rencontre, un colonel allemand, et qui, de ma génération, de mon âge, un peu plus âgé que moi, qui se trouvait sous-lieutenant à la déclaration de guerre, et qui me dit, vous comprenez, pour nous, Hitler, qui avait rendu à la France, à l'Allemagne tout son prestige, toute son armée, pour nous c'était un dieu, on servait Hitler. Et c'est le même qui m'a dit, ensuite, alors, non, ça ne permettra pas de trouver son nom quand même, il se trouvait plus tard dans la guerre, beaucoup plus tard dans la guerre, aide-de-camp de Guderian. Et il était à un déjeuner, me raconte-t-il, un jour avec Guderian, avec un autre général dont j'ai oublié le nom, et son aide-de-camp, à eux quatre. Et les deux généraux, Guderian compris, se sont mis à cracher sur Hitler en disant c'est un fou, c'est insensé, etc. Et le colonel que je connais, qui était capitaine à ce moment-là, lui a dit, mon général, puisque vous dites ça, pourquoi est-ce que vous n'avez pas suscité un attentat contre lui? Et Guderian lui a répondu, je ne suis pas un assassin. Et le colonel m'a dit, ce jour-là, à mes yeux, le prestige de Guderian est dégringolé. Mais tant qu'Hitler a été puissant, il n'y avait pas la moindre réaction contre lui. Et puis les Allemands, Brest-Litovsk, en 1917, les Allemands se sont alliés avec les Russes contre nous. Rapallo, 1922, vous l'avez connu, ils se sont alliés encore avec les Russes contre nous, du temps de Stresemann. C'était pas les nazis, hein. C'était la social-démocratie et le centre. Bon, et puis 39, ça c'était Hitler. Et puis, non, pardon, j'ai rien dit. Eh oui, oui, la Reichswehr s'entraînait en Russie, mais bon, enfin, ça ne ferait pas l'histoire. Non, mais en 39, hein, enfin, moi, les gens qui m'entouraient moi-même, c'était bien contre les Allemands, vous savez, les Allemands, le nazisme. Le drapeau nazi était rouge. Alors on pourrait discuter quelle différence il y avait entre le nazisme et le communisme, ça, il y en aurait pour longtemps à discuter, à mes yeux il n'y en avait pas, mais ça. Oui, bon, les autres le sont aussi. Voilà. Hop, allez, Il y avait quand même en Allemagne des camps déjà, donc il y avait
Il y avait. J'en ai connu, et à la base alors. Il est vrai qu'il y en avait aussi en 1939 en France, ceux qui refusaient de porter les armes. Avant 1939, des camps en Allemagne. Oui. Oui, oui, il y en avait, il y en avait. Et également en France, il y en avait. En 1939, ceux qui refusaient de porter les armes Oui. étaient entourés de barbelés aussi. Oui. Le barbelé en soi est une méthode permise en soi. Enfin, un barbelé n'est pas. S'il y a des déserteurs, des gens insoumis, on peut les mettre en prison, même dans des camps barbelés. Et vous avez parlé de Roanne, que vous aviez été découvert. Et précisément 15 km de Roanne, en direction des monts du Beaujolais, à Montagny, il y avait une carrière. Et tous les ouvriers de la carrière allaient dans un café-restaurant à Montagny. Et après l'armistice, un Allemand avec une grande casquette vient dans ce restaurant. Et puis il dit à la serveuse, mais tu ne me reconnais pas. Alors, rien d'étonnant que vous étiez suivi, là, que vous étiez espionné. Parce que déjà, la Belgique, par exemple, je suis passé aussi. Oui. Eh bien, par exemple, une ligne téléphonique, tantôt elle marchait plus. Oui. Et il y avait des signaux soit dans les moulins, soit dans les... C'était un pays très plat. Mais n'importe quelle éminence qu'il y avait, soit un clocher ou autre chose, il y avait des signaux la nuit. Donc, était-il parachuté? Se trouvait-il là à l'avance, comme il s'en trouvait beaucoup en France? Vous savez, on a beaucoup parlé de... Beaucoup fait pour le désastre qu'on a connu. On a beaucoup parlé de la 5e colonne. Pour ceux qui ne l'ont pas étudié, la 5e colonne était censée être assimilation d'ailleurs à quelque chose qui s'était passé pendant la guerre d'Espagne, d'où le nom de 5e colonne, qui était représentée par des Allemands infiltrés en France, en civil, et qui auraient donné des indications aux unités allemandes. En particulier, on a prétendu que la première déroute, quoi, qui s'est produite au sud de la Meuse, où des unités, notamment d'artillerie, se sont enfuies en criant les Boches et les Boches arrivent, et en donnant ça les indications par téléphone, en réalité que ces indications au téléphone avaient été données par des Allemands infiltrés qui utilisaient le téléphone. Ça n'est pas impossible. Moi, j'ai connu un cas pendant la guerre où on a cru avoir vu, c'était sur la Somme, donc en début juin 40, où on a cru voir des signaux lumineux. Il y avait effectivement des signaux lumineux pendant la nuit. Alors, ne pouvant pas aller voir ce qui se passait, là, parce que la nuit c'était très incertain, on a fait des repères. Et le lendemain, au petit jour, les repères ont tous abouti à une maison de garde-barrière. Dans cette maison de garde-barrière, on a trouvé dans une armoire un parachute allemand, qui prouve qu'il y avait des parachutistes allemands par là. Effectivement, à quelques centaines de mètres de là, il y avait un avion allemand qui avait été descendu, mais qui avait réussi à ne pas être détruit, à atterrir. Donc vraisemblablement, c'était le pilote qui, avec son parachute, avait été le mettre dans la maison avant de disparaître. Il n'y avait donc pas eu d'espionnage, mais simplement une coïncidence. On a raconté aussi que les bonnes sœurs, vous m'excusez, que des bonnes sœurs étaient en réalité des Allemands déguisés. On a raconté beaucoup de choses. Malheureusement, il y a eu des choses plus graves que ça. On a beaucoup brodé là-dessus, mais je crois qu'il y avait eu probablement à l'origine l'utilisation des Allemands qui normalement vivaient en France avant la guerre et qui avaient été récupérés pour rendre service au moins au moment de l'occupation, qui peut être au moment de l'offensive. Parce qu'il y en a quand même certains qui sont revenus, je suis sûr, sur place. Alors on a beaucoup parlé, ça frappait la population, c'était souvent des gens qui étaient venus pour des raisons tout à fait privées. N'oublions pas que dès 1939, dès septembre 1939, la plupart des Allemands avoués avaient été ramassés, avaient été arrêtés et ramassés en France. Oui, ceux qui étaient encore là, la plupart étaient quand même repliés en Allemagne. Oui. Oui. Ça me fait penser une chose. Vous parliez tout à l'heure contre un gouvernement de droite.
faut pas oublier tout de même que le gouvernement Daladier était ce qu'il était, mais enfin, le gouvernement Daladier, en 1939, a fait arrêter les butées communistes et les a déportés dans le sud algérien. Les républicains de l'époque étaient moins mauvais que ceux de maintenant. C'était le Front populaire, la chambre était la chambre du Front populaire. Oui, je suis d'accord qu'il a fait pas plus faire autrement, mais enfin, moi, que ce soit Daladier ou les autres, pour moi, c'est la même chose. Il y a un détail, mon colonel. Le seul détail, le seul point sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Vous avez dit, peut-être par inadvertance, que la République avait rétabli les aumôniers dans l'armée. Mais ce n'est pas la République, c'est l'État français. Car la République les avait jamais rétablis. En fait, c'est du chiffre. Ah, je n'ai pas dit que la République avait rétabli. J'ai dit que dans mon régiment de 1944-45, il y avait un aumônier. Oui, les aumôniers, des armées d'armistice, les aumôniers sont revenus. C'est lui qui a rétabli les aumôniers dans l'armée. Depuis, on n'a pas osé les supprimer. C'est pas grave, il y avait des aumôniers Non, dans l'armée. non. C'était tous des bénévoles, c'était tous des mobilisés qui faisaient l'aumônier Ah oui, mais bénévolement. ils étaient ce qu'ils appellent en subsistance. Ah, mais les aumôniers Ah oui, dans l'armée. je sais. Dans la officiellement pas d'aumôniers, c'était pour la guerre. Je parle de l'aumônier qui a sauvé mon Dieu. Oui, mais bien sûr, il y avait des aumôniers, mais pratiquement, mais ce n'était pas des aumôniers reconnus. C'était pas des aumôniers, c'était pratiquement des aumôniers, c'était des prêtres mobilisés qui, par consentement mutuel du commandant, Oui, c'était l'aumônier. il y avait des curés, souvent des plateformes. Ils exerçaient leur ministère. Oui, oui. Mais seulement, ils étaient... Mais il n'y avait aucune existence officielle. Ils avaient quand même des états, oui, ils étaient ce qu'on appelle en subsistance. Affectés à l'immunité. C'est pour mon père qui a été sauvé parce que l'aumônier sur la veille. Alors, et c'était la campagne mobilisée. Oui, évidemment. Seulement par ailleurs, alors il y avait des frères qui étaient mobilisés qui n'avaient pas de fonction d'aumônier. Ah oui, bien sûr. Quand il y en avait trop dans une unité, il y en avait qu'un qui faisait l'aumônier, les autres restaient Ah oui. en fonction militaire. Sur le point d'interrogation qui sera, à mon sens, éternel, parce que ça me paraît très difficile de le comprendre et les jeunes générations le comprendront encore moins que nous. Ce n'est pas une excuse pour les gens de Vichy pour certaines choses, enfin c'est une excuse sûrement pour le maréchal Pétain. Moi je me suis trouvé là-bas à la Bourgoule, très exactement, au moment de la débat. C'est quelque chose d'épouvantable. Il est bien évident qu'il n'y avait pas autre chose à faire. Et des gens que j'ai rencontrés après qui parlaient de la résistance que j'avais connue avec moi dans l'indemnité, tout le monde pleurait, tout le monde disait le maréchal va parler à midi, on entendait mal la radio parce que c'était des postes à galène, et puis il pleuvait, et puis il y avait Bourgoule, c'est le Grain Creux, je crois. Tout le monde est allé à l'hôtel du Louvre pour l'écouter. Je vous assure que c'était un consensus général. Général. Alors, après, il s'est passé autre chose. Vous avez eu les gens qui étaient anticommunistes. Vous avez les gens qui étaient anti-allemands. Mais ceux qui étaient anticommunistes n'étaient pas pro-allemands pour autant. On est resté entre les deux. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et je crois que c'est ça la grande difficulté d'essayer de faire comprendre. Avait-il raison? Voulait-il une collaboration? Bien sûr, en Laval qui va dire que le personnel allemand gagne, ça c'était pas supportable. Je crois qu'il y en a eu d'autres. Mais ça a été le dilemme de l'époque qui, à mon sens, n'est pas encore résolu. On ne sait pas. Je n'ai pas cherché à juger les gens. Non, non, mais j'ai dit simplement mon opinion. Maintenant, les collabos ont fait ça. Il y avait beaucoup moins de collabos. Oh ben maintenant, c'est de l'histoire. Il y avait quelques salopards. J'espère que les nouvelles générations n'auront pas à connaître ces situations-là. Il y avait quelques salopards. Oui, vous aviez dit. Justement, il y avait eu aussi beaucoup de morts. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait 120 000 morts dans l'armée. Oui, 120 000 morts entre... Il y a aussi 100 000 victimes civiles. Oui. Et ça a compté beaucoup dans la population. Oui, je sais bien. La recherche de l'armistice, sinon, il y avait eu beaucoup de morts civiles. Oui, oui, mais ce que j'ai voulu dire, c'est que dans les 6 semaines, du 10 mai au 25 juin 40, il y avait eu des pertes, on peut employer le mot effroyable, quand on compare au reste. Colonel, pour terminer sur une note optimiste, vous disiez tout à l'heure que la France de 39 était bien différente de maintenant. Enfin, à l'époque, quand même, le maréchal Pétain disait que l'esprit de jouissance avait largement prévalu sur l'esprit de sacrifice. Or, actuellement,
disons qu'on se retrouve quand même dans la même situation, moins sur ce plan-là, ne pensez-vous pas que justement, face à une invasion des soviétiques, on se retrouverait devant une autre cinquième colonne, un autre nombre clé, et qu'on irait justement à une catastrophe bien pire que celle de 40. Vous sortez de mon sujet, moi je me suis arrêté en 45. Hein. Voilà. Et comment est-ce que vous expliquez comme le phénomène de Londres et De Gaulle, si vous voulez, pendant la guerre, pendant la résistance, si on veut, si l'appel n'a pas été entendu, comment ensuite tout ce phénomène a pu avoir une telle aura, un tel succès, une telle gloire? Finalement, si on n'était pas gaulliste, on n'était pas bon français, quoi, à une certaine époque. Alors, comment est-ce que cela a pu petit à petit gagner de la mentalité? Là, ça mériterait 1 heure de conversation. Non, ce que j'ai voulu dire, et je crois que c'est vrai, bon, que De Gaulle à Londres a lancé son appel du 18 juin. Il y a un petit nombre de personnes qui l'ont entendu et certains qui l'ont rejoint dès ce moment-là. Et puis ensuite, ça s'est su. Par exemple, la condamnation, comment dirais-je, la dégradation de De Gaulle, la condamnation à mort de De Gaulle a paru dans la presse. Je l'ai lu moi-même dans la presse. Bon. Alors, rien que ça faisait connaître que ça existait. Mais, à l'époque, passer de France à Londres, c'était pas tellement facile. Hein. Deuxièmement, je vous ai dit que peu après l'appel, il y a eu Marcel Kébir, qui a coupé tout de même au bras des jambes à pas mal de gens qui voulaient partir. Et que, par un réflexe que j'estime national normal, il y a des gens qui, sans avoir besoin de se rallier à Londres, ni de nier Londres, eh bien, ont fait eux-mêmes de la résistance. Bon. Alors ensuite, le débat s'est trouvé reporté en Afrique du Nord, puisque au moment du débarquement américain, c'est Darlan qui était patron. Il y a eu l'assassinat de Darlan, son remplacement par Giraud, et puis l'arrivée de De Gaulle en Afrique du Nord, donc la lutte entre Giraud et De Gaulle. Alors il y a eu, je crois, oui, avant mon arrivée, donc à certains moments, effectivement des affrontements sérieux en Algérie, je dis bien, mais moi je n'en parle pas parce que moi je ne les ai pas connus directement. Quand je suis arrivé, le remplacement de Darlan par Giraud avait déjà eu lieu, et le remplacement de Giraud par De Gaulle aussi. Alors, je dois dire qu'en général, d'ailleurs, entre unités, dans les unités, quand elles appartenaient aux unités dites gaullistes ou bien à la première armée, les rapports, moi j'étais un modeste exécutant à l'époque, j'ai terminé la campagne comme capitaine, les rapports étaient excellents. Alors qu'il y a eu des exploitations politiques, bien sûr. Puis alors il faudra aussi parler des conditions dans lesquelles Darlan a été assassiné, du rôle du comte de Paris à ce moment-là, ou tout au moins de son entourage. Il faudrait parler aussi de comment il se fait que Giraud a succédé à Darlan à une voix de majorité. Enfin, ça sort vraiment du sujet. Non, je ne crois pas d'ailleurs qu'on puisse dire que, militairement parlant, on considérait que n'étaient résistants que ceux qui avaient été gaullistes. Je ne crois pas. C'est politiquement, oui. Politiquement, à un moment donné, oui. Moi, je vous parle de la période de la guerre, hein. Je ne vous parle pas 20 ans après, hein. C'est autre chose. J'aurais peut-être d'autres opinions. Mais pour le moment, Bien, est-ce que quelqu'un a encore une question à poser ou... Non? Ben, vous voyez, vous avez été complet. Bonne histoire et satisfaction.